Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Victor Ouvrard. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, dans sa version grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique, avec Frédéric Maury de Jeune Afrique. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Pierre. Nous recevons aujourd'hui le nouveau chef économiste de la Banque mondiale pour l'Afrique, Albert Zofak. Bonjour Albert Zofak, merci d'être avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Albert Zofak, vous êtes camerounais et bien que vous soyez en poste depuis le 1er mai dernier seulement, vous êtes loin d'être un inconnu à la Banque mondiale. Vous y avez fait vos premières armes en 1997 et avez occupé plusieurs postes, notamment celui de directeur du secteur pour la réduction de la pauvreté et la gestion économique pour l'Afrique centrale et de l'Est. Toujours pour la Banque mondiale, vous avez aussi été en poste à Bangkok pour l'Asie du Sud-Est, mais vous avez fait des infidélités à cette Banque mondiale de 2008 à 2012 pendant 4 ans. Vous avez été directeur de la recherche et de l'investissement du Fonds souverain malaisien à Kuala Lumpur. Pourquoi cette infidélité? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce poste? Comment est-ce que vous y êtes arrivé? Écoutez Jean-Pierre, je ne parlerai pas d'infidélité. Je crois que la Banque mondiale est assez flexible pour les cadres permanents, pour permettre à ce qu'ils partent en congé sans solde pour acquérir une expérience qu'ils n'auraient pas pu acquérir à la Banque mondiale et au besoin revenir la mettre en œuvre. Et j'ai profité de cette disposition. Et en 2008, alors que j'étais l'économiste principal pour les pays d'Asie du Sud-Est basés à Bangkok, le gouvernement malaisien, avec qui j'avais travaillé depuis 2002, m'a approché pour me demander si je pouvais venir continuer à les aider et de l'intérieur. Voilà comment ça s'est passé. J'ai accepté cette offre. J'ai pris un congé sans solde de la Banque mondiale. Et 4 années après, j'ai décidé de revenir à la Banque mondiale. Voilà. Mais pas de poste en Afrique? Dans un gouvernement africain ou auprès d'une autorité africaine? Pas encore, je n'ai pas pris de poste en Afrique. Quand je suis revenu à la Banque mondiale en 2012, j'ai été nommé directeur sectoriel, comme vous l'avez dit, pour tout ce qui était macroéconomie, réduction de la pauvreté et gouvernance pour l'Afrique de l'Est et des Grands Lacs. Et c'est à ce titre que j'ai travaillé vraiment sur les pays africains. Parce qu'il faut dire que la Banque mondiale donne cette possibilité de travailler sur toutes les régions du monde. Quand j'ai commencé ma carrière, justement, quand je suis rentré comme Young Professional, le concours d'entrée à la Banque mondiale, un jeune professionnel, j'ai plutôt commencé ma carrière au département de la recherche. Ensuite, le reste de ma carrière s'est fait en Asie. Donc, je suis revenu qu'en 2012 pour travailler véritablement sur la région Afrique. Alors, l'Afrique, on va bientôt, bien sûr, en parler beaucoup dans cette émission. Nous évoquerons longuement l'évolution des économies africaines, de leur émergence ou pas. Nous parlerons de la relation avec les pays asiatiques que vous connaissez bien. On parlera peut-être de la Chine. Nous aborderons aussi, bien sûr, toujours assez longuement, l'impact du Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne sur votre continent, Albert Zofak, mais ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Et une première question de Frédéric Maury. Bonjour Monsieur Zofak, vous êtes donc le chef économiste Afrique de la Banque mondiale, comme le disait Jean-Pierre. Oui. Et en fait, on a noté que vous êtes le premier Africain noir à occuper ce poste de chef économiste Afrique, puisque je crois qu'il y a eu un Sud-Africain blanc qui l'a occupé aussi. Comment vous expliquez que ce soit finalement la première fois qu'un Africain noir occupe ce poste de chef économiste Afrique? Est-ce que c'est le signe d'une pensée économique africaine qui est dominée en fait par des intellectuels qui sont souvent pas des Africains eux-mêmes? Écoutez, je voudrais déjà commencer par dire que le nombre d'Africains à la Banque mondiale n'est pas très élevé, n'est-ce pas? Les Africains représentent moins de 10% du staff de la Banque mondiale. Donc, c'est une revendication là, que vous nous présentez? Non, je vous donne des faits. Je vous donne des faits, n'est-ce pas? Je vous donne des statistiques. Dont la probabilité pour qu'un Africain arrive à ce stade, à ce niveau de responsabilité qui est extrêmement sélectif, il faut le dire, est faible. Donc ça, c'est un. De deux, il y a aussi le fait que, oui, l'expertise, jusqu'à tout récemment, l'expertise a été un peu assimilée
à l'appartenance à d'autres continents que l'Afrique, hein, il faut le dire. Donc parmi les experts, et c'est assez intéressant parce que même dans certains pays africains, quand on parle d'experts, on s'attend à un non-africain. Donc il y a cette culture justement et qui est, on l'espère, en train de changer. Et c'est important que, justement, les avis africains soient formulés par des Africains. Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie pensée économique venant de l'Afrique et non pas venant de l'extérieur? Je pense qu'il n'y en a pas suffisamment. Et je pense qu'il est important, justement, que les économistes africains nous aident, nous tous, à mieux formuler cette pensée africaine, à mieux refléter leur expérience qui est extrêmement riche et nous aider, nous des institutions internationales, à mieux ficeler nos politiques pour les rapprocher de la réalité. Je pense que cela manque encore et il est important que la profession d'économiste prenne ces lettres de noblesse vraiment en Afrique. Mais quand vous dites qu'il n'y a que 10% de gens à la Banque mondiale qui viennent du continent africain, est-ce que vous contestez ce pourcentage? Est-ce que vous dites que ce n'est pas assez, il en faudrait beaucoup plus? Et vous avez l'air de dire qu'il y a une part de racisme, en fait, dans la vision que les dirigeants de la Banque mondiale ont toujours eue vis-à-vis des économistes africains. Non, je ne pense pas que ce soit ce que je dise. Vous savez, il n'y a pas de quota à la Banque mondiale, on rentre sur concours. Tous les postes sont compétitifs, y compris celui que je viens d'avoir. Il n'y a pas des quotas par pays? Non. Aucun? Non. On a un accent, mais un accent particulier sur la diversité. S'assurer que toutes les opinions sont représentées au niveau de la prise de décision. Et je crois que c'est dans cet esprit, justement, qu'on peut s'attarder à voir si toutes les opinions, toutes les tendances sont en fait représentées dans les institutions des instances de décision, mais pas de quota. Alors, est-ce qu'un chef économiste pour l'Afrique de la Banque mondiale qui est africain a un autre rôle que ses prédécesseurs? Comment voyez-vous votre action à la tête du département qui vous a été confié? Je pense que oui et non. Non, parce que je suis l'économiste en chef chargé de toute la région Afrique et je dois m'assurer que les politiques de l'institution soient ancrées sur un travail analytique de qualité et que ce soit ancré sur des études qui sont suffisamment poussées. Et je le ferai que je suis africain ou pas. Donc, par contre, le fait d'être premier africain noir à occuper ce poste amène certaines autres responsabilités, je crois. Et je pense que... Lesquelles? Une de ces responsabilités, c'est ce que je viens d'articuler, d'essayer de refléter un peu plus les opinions africaines dans la conception et la réalisation de nos politiques et de nos études. Impliquer davantage l'expertise africaine et essayer de s'assurer que l'Afrique ait une voix un peu plus forte lorsque nous discutons des questions africaines à la Banque mondiale. Et est-ce que dans la pratique, ça pourrait changer des choses? Je pense que oui. Et par exemple quoi? Je pense que lorsqu'on conçoit des politiques économiques, on les conçoit en bonne foi par rapport à ce que l'on sait. Mais comme vous savez, toute étude économique, surtout quand on aborde des problèmes de modélisation, toutes ces études sont basées sur des hypothèses, n'est-ce pas? Donc en travaillant davantage avec l'expertise africaine, en valorisant davantage les opinions des acteurs qui, au jour le jour, vivent ces réalités, nous pouvons avoir des hypothèses un peu plus précises. Et nous pouvons, nous l'espérons, arriver à des résultats, à des recommandations de politique économique qui aient plus de chances d'avoir un impact que par le passé. Mais au cours de toutes ces années, vous avez été finalement assez éloigné de la réalité africaine, puisque vous nous l'avez dit, vous étiez à Bangkok, à Kuala Lumpur pendant de très longues années. Oui. Est-ce que finalement, vous n'avez pas perdu le contact avec le continent africain? Est-ce que vous n'êtes pas devenu un technocrate de la Banque mondiale, éloigné des réalités du terrain? Écoutez, bien que je travaille sur d'autres continents, je suis resté très très proche de la réalité africaine. Et même dans ma recherche, lorsque j'étais au département de la recherche, si vous regardez mon profil et mes publications, la majorité des papiers et des livres que j'ai écrits sont sur l'Afrique. Donc, ce que l'éloignement m'a permis de faire, surtout quand j'étais au département de la recherche, c'est de prendre un peu de recul
d'avoir accès à des données que je n'aurais pas pu avoir si j'étais resté en Afrique pour faire des analyses un peu plus poussées. Ça, c'est d'un. De deux, lorsque j'étais en Asie, et même quand je travaillais au Fonds souverain d'investissement malaisien, ce n'était pas mon mandat de travailler sur l'Afrique. Hein. Je m'occupais de la stratégie et de la recherche pour tout le Fonds souverain. Mais j'ai, pro bono, je dirais, écrit une stratégie pour l'Afrique. Et j'ai intéressé le Fonds souverain d'investissement malaisien à investir en Afrique. J'ai pu convaincre le CEO de Kazana de visiter avec moi pour la première fois l'Afrique. Nous sommes allés en Afrique du Sud et au Nigeria. Et depuis 2013, j'ai le plaisir de dire que Kazana a investi... Kazana, c'est le Fonds souverain. Kazana, c'est le Fonds souverain malaisien, investit en Afrique, investit à travers des fonds, à travers des prises de participation en Afrique depuis 2013. Et je pense que c'est une des petites contributions que j'ai faites, bien que ça ne faisait pas partie de mon travail. Vous parlez de cette expérience asiatique que vous avez. Est-ce que l'Afrique souvent se cherche un peu un modèle économique, une façon d'arriver à cette émergence, à ce développement? Vous avez constaté, j'imagine, pendant toutes ces années, l'émergence assez fulgurante de l'Asie du Sud-Est. Est-ce que vous pensez qu'il y a un modèle asiatique qui serait réplicable en Afrique? Écoutez, il n'y a pas de modèle qui puisse être transposé d'un pays à l'autre sans modification. Il n'y a pas de modèle qui puisse être transposé d'un endroit à un autre sans prendre en compte le cadre institutionnel de cet autre endroit et s'attendre à des réussites. Ceci dit, il est important de réaliser tout de même que depuis les 50 dernières années, les pays qui sont passés de pays pauvres à pays à revenus intermédiaires ou même à pays riches, comme Singapour, ces pays sont seulement en Asie du Sud-Est. Donc cela nous interpelle, cela nous amène à nous demander s'il n'y a pas des choses à apprendre de ces économies. Et je pense qu'il y en a plusieurs. Lesquelles? Écoutez, il y a, à mon avis, 3 éléments qui sont extrêmement importants. Le premier, c'est le leadership qui amène des résultats. Le leadership axé sur les résultats. Si vous regardez toutes ces économies d'Asie du Sud-Est, les leaders ont tous été des gens et continuent d'être des gens qui veulent que leur pays soit les meilleurs au monde. Et ils organisent donc leurs administrations pour délivrer ces résultats. Et parce qu'ils ont cette approche, ils conçoivent leur propre politique et les testent et ne demandent l'aide des institutions internationales ou de qui que ce soit que pour s'assurer que leur programme et leur politique qu'ils ont mis en place soient réussis. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je pense, c'est les institutions que ces pays ont mises en place pour permettre aux administrations publiques de délivrer des services aux citoyens et surtout aux entreprises. Ces pays ont mis en place des climats d'investissement dès les années 70 qui ont permis d'attirer énormément des investissements directs étrangers, mais aussi permis l'éclosion d'un secteur privé national, local, qui ont créé des emplois à profusion. Et parce qu'il y avait des emplois créés à profusion, la jeunesse a eu du travail. Juste un exemple, un pays comme la Malaisie aujourd'hui, si vous avez votre diplôme universitaire, n'importe quel diplôme universitaire, vous trouvez du travail, jusqu'aujourd'hui. Donc, ces entreprises ont créé tellement d'emplois que la population, la jeunesse, était au travail. Et cela a permis aussi de libérer les campagnes. Un pays comme la Thaïlande, les femmes ont laissé les paddies, les champs de riz, pour aller travailler dans les entreprises manufacturières, gagner des revenus plus élevés, et la productivité du secteur agricole a augmenté. Troisième élément, je pense, qui est fondamental dans ces pays, c'est la capacité de se faire concurrence pour avancer. Tous les pays d'Asie du Sud-Est, dans une certaine façon, compétissent les uns contre les autres vers le meilleur. Et il n'y a pas cet esprit de se contenter d'être meilleur que son voisin dans le négatif. Hein. Vous savez,
Ces pays... Tout ce que vous nous dites, c'est une critique très forte des dirigeants africains qui ne voudraient pas... C'est pas comme cela que je la vois, je vous parle de l'Asie. C'est comme ça que moi je l'entends. C'est-à-dire que... À chaque fois que vous parliez, on se disait, bah oui, en Afrique, c'est exactement l'inverse. Mais je ne sais pas. Moi, vous m'avez demandé de parler de l'Asie, n'est-ce pas? Parce laissez-moi poursuivre. Quand vous nous dites un leadership axé sur les résultats, des leaders qui veulent le meilleur pour leur pays, oui. on entend le contraire. On entend que les leaders africains ne veulent pas forcément le meilleur pour leur pays, qui voudraient essentiellement le meilleur pour leur ethnie, pour leurs voisins, pour leurs amis. Et puis, il y a le nom d'un pays que vous avez prononcé qui est Singapour. Oui. Et il y a justement un pays en Afrique qui se revendique comme le Singapour africain, c'est le Rwanda. Absolument. Est-ce que, pour vous, le Rwanda fait bien dans sa stratégie économique, et est-ce que le Rwanda peut être à son tour un modèle pour les autres pays africains, même si c'est un régime autoritaire? Écoutez, je parle d'économie, n'est-ce pas? Je parle d'économie, mais il est important déjà de mentionner que l'Afrique est diverse. On ne peut pas parler de l'Afrique comme s'il s'agit d'un pays, hein. Vous savez, dont on ne peut pas dire les chefs d'État africains sont bons ou mauvais, on ne peut pas dire l'Afrique est mauvaise ou bonne. Non, l'Afrique est diverse et c'est une richesse, n'est-ce pas? Donc en Afrique, il y a des pays qui font bien, il y a des pays qui ne font pas bien, ça c'est clair. Sur le plan économique, c'est pareil. Sur le plan économique, en ce moment où on traverse une conjoncture extrêmement négative, vous avez des économies qui croissent à près de 9%. Ça, on y reviendra tout à l'heure, mais on y reviendra. Vous dites qu'il y a des pays qui vont bien oui. Sur 10 ans ou 15 ans, c'est-à-dire des pays qui sont sur la voie du développement, lesquels? Tout à fait. Vous avez un pays comme la Tanzanie qui, depuis 10 ans, croît à des taux de plus de 7% par an. Vous avez des taux... Et qui arrive à créer de l'emploi, parce que la croissance, il y en a partout en Afrique. Ben, il n'y en a pas partout, hein. Ça, pas maintenant. Non, pas maintenant, mais je ne parle pas des oui. 2 dernières années, je parle depuis 15 ans, on va dire. Oui, depuis 15 ans, la croissance a été bonne en Afrique, mais elle n'a pas été inclusive. Et justement, il y a des pays où elle arrive à être inclusive, vraiment? Pas beaucoup, malheureusement. Et c'est ça, si on peut revenir sur ce parallèle entre l'Afrique et l'Asie, le modèle de croissance qui a mené à une croissance inclusive en Asie, hein, où il y a eu forte croissance, mais aussi réduction de la pauvreté et éradication de la pauvreté au bout de 50 ans dans certains de ces pays, ce modèle était tiré par le secteur manufacturier qui crée plus d'emplois que le secteur minier et le secteur des ressources naturelles qui a tiré la croissance en Afrique. Donc la grande différence entre la croissance qu'on a vécue en Afrique les 10 dernières années et celle asiatique des années 70 et 80, c'est que en Afrique, le secteur manufacturier n'a pas joué son rôle. Il n'y a pas eu d'emploi. Il est quasi inexistant. Il est devenu, il est de plus en plus inexistant. Parce qu'en fait, vous avez parfaitement raison, en 1980, le poids du secteur manufacturier dans le produit intérieur brut des pays africains était supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Et comment expliquer ce recul ? Écoutez, ce recul s'explique par ce que beaucoup d'économistes appellent le Dutch disease, le syndrome hollandais. La maladie des matières premières. La maladie des matières premières, qui fait que des pays qui sont riches en ressources naturelles ont tendance à négliger les autres secteurs, mais il y a aussi des effets mécaniques au niveau macroéconomique où ces ressources naturelles, surtout lorsque leurs recettes sont dépensées dans la consommation, entraîne à une surévaluation du taux de change qui rend les secteurs manufacturiers non compétitifs. Donc il y a des effets mécaniques, mais il y a aussi le fait qu'il y a l'attitude, hein, le fait que les pays qui produisent des ressources naturelles, le pétrole, ont tendance à croire qu'ils n'ont pas besoin d'autres choses et que le pétrole devrait suffire, mais c'est une erreur. C'est une erreur, pourquoi ? Mais c'est une erreur parce que justement, le secteur des ressources naturelles est volatile. Comme on le vit en ce moment, les prix des matières premières sont extrêmement volatiles et cela entraîne un problème de prévision et de croissance soutenue dans les pays. Donc la diversification économique devrait être au cœur des politiques économiques actuelles en Afrique. Dans la première partie de cette émission, Albert Zeffack, nous avons évoqué votre parcours, nous avons aussi évoqué le ralentissement économique du continent africain. Vous venez d'abaisser la projection de croissance pour l'Afrique subsaharienne à 2,5% contre 4,2% qui était prévu, annoncé au mois de janvier dernier. C'est très peu, cette proportion de 2,5% de croissance, compte tenu des besoins du continent. C'en est fini des espoirs d'émergence de l'Afrique dont on a tellement parlé tout au long de ces dernières années?
Permettez-moi de dire déjà que l'Afrique traverse une période assez difficile, c'est vrai, et que nos projections montrent que la croissance pourrait être seulement autour de 2,5% cette année. Mais il y a deux éléments importants à noter. Le premier, c'est que l'Afrique est diverse. C'est-à-dire qu'il y a des pays à l'heure actuelle qui tirent cette croissance véritablement vers le bas, et malheureusement, c'est parmi les plus grandes des économies africaines. Lesquelles? L'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Angola. Et sur ces trois pays, par exemple, si vous regardez les taux de croissance au premier trimestre de 2016, il y a eu contraction dans les deux pays. Il y a eu contraction en Afrique du Sud, il y a eu une contraction au Nigeria, et l'Angola va croître un peu moins d'1%. Est-ce qu'il y a vraiment des pays, en effet, ces trois pays-là sont en difficulté, mais est-ce qu'il y a vraiment des pays dont la croissance augmente? Absolument. Il y a la Côte d'Ivoire qui croît à plus de 8% par an. Il y a la Tanzanie qui croît toujours à près de 7%. Il y a le Kenya qui croît à plus de 6% par an. Il y a le Sénégal, il y a le Rwanda. Il y a un nombre de pays en Afrique qui croissent absolument. Ils ne sont pas à des taux respectables. Ils ne sont pas pénalisés eux aussi quand même par la conjoncture. Mais ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est assez intéressant parce qu'on a quelque part deux Afriques. Hein. On a l'Afrique des producteurs de matières premières qui souffrent et qui peinent et qui ramènent ces taux de croissance à la baisse. Mais il y a l'Afrique des pays un peu plus diversifiés. On a l'Afrique des pays qui sont nets importateurs de pétrole ou d'autres ressources, qui en fait en profitent et qui croissent un peu plus vite. Mais l'exemple sud-africain vient contrer ce que vous dites là, puisque... Mais non, l'Afrique du Sud exporte massivement des minerais. Oui, mais c'est aussi un pays assez diversifié, c'est un des seuls pays industrialisés du continent. Mais l'Afrique du Sud, le tissu économique d'Afrique du Sud, malgré tout, si vous regardez au côté export, reste ancré sur les ressources naturelles. Bien sûr qu'il faut ajouter à cela le fait que l'Afrique du Sud traverse aussi une situation politique pas très certaine, où il y a énormément d'incertitudes, on peut dire ça ainsi, sur le plan politique, et qui certainement amène les investisseurs à adopter des attitudes d'attentisme. Quand on regarde les chiffres, quand même, Jean-Pierre parlait de 4,2%, c'était vos prévisions de croissance il y a quelques mois. Maintenant, c'est 2,5%. Oui. C'est quand même énorme la différence. Hein. On ne parle pas de 0,1 ou 0,2, on parle de 1,7. C'est vrai. Ça veut dire que vous-même, à la Banque mondiale, vous ne vous attendiez pas à ce que le ralentissement soit aussi marqué. On est d'accord? Voyez, ou alors vous êtes optimiste, vous dopez un peu les chiffres. Non. Nous sommes assez ouverts lorsque nous pensons fondamentalement que les choses peuvent aller dans la bonne direction. Nous révisons nos projections. Ce que je peux vous dire, c'est que en début d'année, nous avons vu sur les 3 derniers mois un regain des commodités, un regain des prix des matières premières. Vous savez, depuis décembre, il y avait eu un regain au niveau des prix des principales matières premières. Le pétrole a monté vous savez, de 30 et quelques à près de 50. En fait, en fonction de la période que vous prenez, ça peut faire une augmentation de 50% en 6 mois. Donc, en début d'année, on avait ce trend qui nous montrait qu'il y avait en fait une reprise au niveau des matières premières qui ont tiré la croissance en Afrique. Et donc, si vous mettez ça vous prenez ça en compte dans les projections, justement, ça nous permettait même d'anticiper que la croissance en 2016 serait supérieure à 2015. N'est-ce pas? Mais depuis lors, il y a eu d'autres chocs exogènes. Mais là, vous décrivez une croissance qui est une espèce de yo-yo, c'est-à-dire qui n'a aucune pérennité, en fait. Vous nous dites, à un moment donné, ça remontait, donc on s'est dit, ça y est, l'Afrique va se redévelopper, puis finalement, ça se casse la figure, donc on tombe. Il n'y a pas de pérennité dans la croissance, ça veut dire? Écoutez, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Une croissance qui n'est pas diversifiée est essentiellement volatile. Mais c'est la quadrature du cercle à laquelle s'expose ce continent, puisque il y a toujours cette problématique des matières premières, et on ne voit pas comment il arrivera à s'industrialiser ou à se diversifier, parce que on peut même imaginer que l'Afrique ne suive pas le modèle de développement des pays occidentaux, de l'Europe, des États-Unis, et passe par-dessus l'étape de l'industrialisation. Mais vous, quelle est la trajectoire que vous imaginez pour le continent? Je crois que vous avez tout à fait raison de dire que le modèle que prendra l'Afrique pour se développer peut être différent de celui
pris par l'Asie. Et ça, il faut l'envisager, surtout quand vous commencez à penser au changement de la nature du travail. Et ce serait quoi, la robotique. Ce serait quoi? Je vais vous dire quelques éléments sur ce que nous pensons que l'Afrique pourrait faire pour accélérer cette diversification, parce que je continue de croire qu'elle est importante. Non, attendez, juste sur l'histoire du modèle, parce que vous dites on peut prendre un modèle différent. Mais lequel dans ce cas-là? Mais écoutez, on peut prendre un modèle où sans industrie? l'Afrique, pas nécessairement. On peut prendre un modèle un peu plus équilibré où l'Afrique crée ou construit des villes efficaces, des villes performantes qui amènent à un accroissement de la productivité des services, n'est-ce pas? Mais aussi accroît la capacité des entreprises à produire de façon plus profitable et avoir un certain niveau d'industrialisation qui est accompagné de plus de valeur ajoutée dans les services et exploiter le dividende démographique que l'on a. Ça, c'est une possibilité. Et le modèle qui consiste à dire que l'on peut seulement faire l'industrie de base ou l'industrie avec des populations qui n'ont pas suffisamment d'éducation en Afrique, je ne pense pas que ce soit tout à fait valable. Oui, allez-y. Pour soutenir cette conversion, cette mutation des économies africaines que vous évoquez, il faut aussi beaucoup d'investissements et des investissements étrangers. Or, la CNUSET, dans un rapport rendu récemment, estime que ces investissements directs étrangers en Afrique ont baissé de 7% l'an dernier par rapport à 2014. Vous imputez ça sur la baisse du cours des matières premières et pointe à la ligne, ou c'est la traduction d'une espèce de déception des investisseurs internationaux par rapport à la trajectoire économique des pays africains? Je pense que le problème de l'investissement en Afrique doit être abordé sous les deux angles. Ce n'est pas que l'investissement direct qui fait la croissance, c'est l'investissement, c'est-à-dire une combinaison d'investissements étrangers et d'investissements locaux. Donc il est important de créer un environnement, n'est-ce pas, des affaires qui soit propice au développement des deux catégories d'investissement, et ça, c'est ce que l'on observe dans les pays qui croissent fort. Alors, ce qui se passe en Afrique, c'est que, oui, l'investissement direct ces dernières années a été relié au secteur des ressources naturelles. N'est-ce pas? Le pétrole, le gaz naturel, les minerais, dans le supercycle des prix des matières premières, tout était rentable. Donc, il y a eu un surcroît d'investissement qui allait dans le secteur des ressources naturelles. Mais l'investissement direct dans les autres secteurs de l'économie, depuis les années 90, a baissé. Donc, il est important de se demander quel est le type de climat des affaires qu'on a mis en place en Afrique pour attirer des investissements. Deuxièmement, il y a les contraintes infrastructurelles qui sont énormes. Vous allez dans beaucoup de pays africains, les coupures d'électricité sont telles que il est difficile pour des entreprises d'opérer sans avoir un générateur qui leur coûte énormément cher avec les prix des carburants, et ainsi de suite. Donc cela moins cher d'importer que de produire localement. Voilà, les conditions en Afrique, les conditions, le cadre des affaires et les déficits d'infrastructures ont fait que il est extrêmement difficile de produire de façon compétitive. Et si vous y ajoutez, pour les pays qui ont un taux de change fixe, le change, si vous ajoutez les pays à le fait que les taux de change ne sont pas très, très compétitifs dans certains pays. Le franc CFA, par exemple le franc CFA, si vous le comparez, par exemple, aux monnaies asiatiques, et je crois que si vous raisonnez en termes de parité de pouvoir d'achat, vous pensez au coût pour produire une chemise dans les pays CFA et au coût pour produire une chemise au Cambodge, vous pouvez aller du simple au double. Donc il faudrait dévaluer un peu le franc CFA. C'est pas ce que je dis, mais je dis le gap de compétitivité dû au change est important. Donc il faudrait dévaluer. Pas nécessairement. En économie, nous apprenons que si vous voulez de la compétitivité, vous pouvez l'avoir avec le taux de change. Ou si vous ne pouvez pas ajuster votre taux de change, puisqu'il y a des pays qui ont des taux de change fixes, il faut accroître la productivité pour compenser. Mais le problème en Afrique, c'est que même dans les pays à taux de change fixe, la productivité est très faible.
Alors, on va parler maintenant aide publique au développement dans un rapport qui a été divulgué cette semaine à Paris. 2 sénateurs français, Henri Drincourt et Hélène Conway-Mouret, estiment que l'aide publique française au développement est inefficace, pire, qu'elle pourrait contribuer à déstabiliser les pays sahéliens. Et ils soulignent à quel point l'agriculture a été délaissée dans ces zones. On écoute la sénatrice Hélène Conway-Mouret. Elle est passée d'une aide de 15% à 7% des crédits, donc elle a diminué de moitié, alors que la population augmente et que les besoins, bien sûr, alimentaires sont en phase avec l'évolution de la population, enfin, en tout cas sa croissance exponentielle, et qu'aujourd'hui on a besoin de repenser cette aide, en tout cas d'en faire une priorité, simplement pour aller vers l'autosuffisance alimentaire de ces pays, où il serait quand même impardonnable de penser que l'aide publique au développement irait à l'achat d'importations qui viendraient de l'extérieur, alors que beaucoup de ces pays sont en capacité de produire et de nourrir leur population. Mais je crois qu'il y a eu d'autres priorités qui se sont imposées et qui ont fait que les crédits sont allés sur d'autres secteurs d'activité, notamment sanitaires. Je pense à certaines épidémies qui ont fait que il y a eu un certain transfert de crédits pour pouvoir maîtriser et aller sur le secteur de la santé plutôt que l'agriculture. C'était donc la sénatrice Hélène Conway-Mouret. Albert Zefac, comment est-ce que vous expliquez que l'agriculture, en tout cas dans ces pays-là, ait été délaissée ces derniers temps? On a le souvenir de la crise de 2008 et de la découverte des instances internationales que l'agriculture, ça comptait. C'est fini, ça? Mais non, je ne pense pas que l'agriculture a été délaissée. Si vous regardez les chiffres des dépenses publiques en Afrique, il y a des pays qui dépensent jusqu'à 8% de leur PIB sur les subventions agricoles. Oui, mais il y en a beaucoup qui ne respectent pas leurs engagements de 5%, qui sont à des taux beaucoup plus bas. Écoutez, nous venons juste de finir un rapport au bureau de l'économiste en chef de la région Afrique de la Banque mondiale qui regarde les dépenses publiques dans l'agriculture en Afrique. Et nous constatons justement que les dépenses qui sont affectées aux subventions agricoles sont en fait plus importantes qu'on ne le pense. Oui, mais attention, par contre, vous parlez de subventions agricoles. Mais écoutez, c'est pas la même chose que l'agriculture. Écoutez, vous subventionnez des produits importés. Non, je parle des subventions aux intrants. Ah, ok, vous ne parlez pas des subventions au prix des produits alimentaires. Non, je parle des subventions aux intrants pour la production agricole. Et il se fait que c'est des dépenses qui ne sont pas nécessairement productives. Alors, le même rapport nous donne quelques faits. Pour vous, l'agriculture africaine n'a pas été délaissée depuis plusieurs dizaines d'années? Mais non, les gouvernements ont investi dans l'agriculture. Et les institutions internationales comme la nôtre, la Banque mondiale, on a mis énormément d'efforts dans l'agriculture. Seulement, il est clair que les résultats n'ont pas été bons. C'est un échec. Les résultats n'ont pas été bons parce que si vous regardez la productivité, les 20 dernières années n'ont pas connu de productivité dans le secteur agricole en Afrique. Et c'est le seul continent au monde où on a ce problème. Donc, il est important de s'interroger sur la façon dont l'agriculture a été conduite en Afrique. Et je pense que c'est le moment de se poser des grandes questions. Et je suis d'accord avec la sénatrice parce qu'il est impensable que l'Afrique, qui est le continent avec la plus grande proportion des terres arables au monde, non seulement ne soit pas capable de se nourrir et dépense ses ressources déjà rares à importer des nutriments de base, mais que l'Afrique ne nourrisse pas le monde. L'Afrique peut nourrir le monde et je crois qu'il faut qu'on change cette Pourquoi cet échec, perspective. Justement? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments qui expliquent pourquoi cet argent a été mal dépensé, puisqu'il y a eu de l'argent? Je pense qu'on a mis probablement un peu trop l'accent sur le fait que l'agriculture en Afrique devrait être une agriculture de subsistance pour permettre aux gens de se nourrir et donc de se concentrer sur des propriétés qui n'ont pas la capacité d'atteindre des rendements d'échelle. Donc vous êtes partisan de l'agrobusiness au détriment de l'agriculture familiale? Écoutez, l'expérience montre que les pays qui ont eu une croissance de la productivité dans le secteur agricole sont arrivés à des modèles qui sont différents de l'agriculture typiquement familiale. Cela ne veut pas dire que toute l'agriculture doit aller à l'échelle industrielle, mais il faut probablement, comme les Malaisiens par exemple l'ont fait, trouver des structures pour agréger les petites exploitations pour arriver à l'échelle, n'est-ce pas? On ne peut pas accroître la productivité sans atteindre les rendements d'échelle. Or, si on limite l'Afrique à l'agriculture de subsistance familiale, c'est peut-être ce qui s'est passé et on a probablement raté l'opportunité de permettre à l'Afrique de nourrir le monde et je crois que c'est en cette façon qu'il faut désormais l'aborder.
Vous êtes sur RFI, c'était codicier d'ailleurs, Albert Zefac, le chef économiste Afrique de la Banque mondiale et le grand invité de l'économie. On va parler d'un des grands thèmes économiques de ces derniers jours et probablement des mois qui vont venir. Albert Zefac, c'est l'annonce de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Sur le plan macroéconomique général, vous, l'économiste qui connaissez l'Afrique, l'Asie, les États-Unis, comment est-ce que vous interprétez, comment est-ce que vous analysez cette décision des électeurs britanniques? Quel va être son impact sur l'économie mondiale? Je pense qu'il est trop tôt véritablement pour commencer à parler de l'impact du Brexit sur l'Afrique. On est encore à des stades de spéculation. Je vous parlais de l'impact macroéconomique mondial, pas seulement sur l'Afrique, d'abord. Et même sur ce point, je pense qu'il faudra 1 ou 2 ans pour que l'on sache exactement les contours de ce Brexit. Et il sera important de probablement observer pour ensuite discuter avec certitude de ce qui va se passer. Toutefois, donc vous ne partagez pas le sentiment général, je veux dire, il y a y compris d'ailleurs des agences qui ont dégradé le Royaume-Uni, par exemple, la note du Royaume-Uni, vous participez à cette ambiance générale qui dit c'est une catastrophe, la croissance mondiale va baisser, etc. Je n'ai pas les éléments j'ai pas les éléments à ce moment pour véritablement... Vous refusez à faire ce que les économistes font souvent, c'est-à-dire de la prospective, de la peut-être, j'ai employé un mot assez méchant, de la devinette. Oui, non, je ne suis pas payé pour faire la devinette, ça c'est sûr. Et vous pensez que c'est difficile de mesurer aujourd'hui les conséquences? Je pense qu'il est important de prendre le temps d'observer les contours du Brexit avant de se lancer dans des projections et ainsi de suite. Par contre, on peut dire, n'est-ce pas? Par contre, on peut dire, on peut penser à des effets directs ou indirects. Lesquels? Les directs, les directs, vous le voyez, c'est ce que vous dites, les marchés financiers qui s'agitent, n'est-ce pas? Les marchés financiers qui baissent et puis qui remontent. Bien sûr, comme je dis, qui s'agitent. Donc il faut effectivement observer ces marchés pour voir si c'est une tendance baissière. Je ne pense pas que le fait que quelques monnaies se sont dépréciées de 2-3% le lendemain du Brexit est suffisant pour dire que c'est une catastrophe mondiale. Je ne pense pas. Donc, il faudrait, à mon avis, prendre un tout petit peu plus de temps pour observer ces tendances. Les effets indirects peuvent être énormes en se disant, ben voilà, au cas où ça affecte la croissance en Europe, au cas où ça affecte le renchérissement des capitaux, au cas où ça affecte les prix des matières premières. Mais franchement, je crois qu'il est trop tôt pour se lancer en longueur dans ce débat. Et vous dites au cas où parce que vous pensez que ce n'est pas une certitude. C'est pas une certitude. Il peut y avoir peut-être même un effet positif? J'en sais rien. Écoute, l'effet positif, en tout cas, il y a des économistes africains qui pensent qu'il peut se produire. C'est le cas de Kako Nubukpo, que vous connaissez, je crois, aux yeux duquel le Brexit peut servir de leçon à l'Afrique. Économiste, ancien ministre de la prospective du Togo, vous voyez la prospective, Kako Nubukpo est aujourd'hui directeur des départements économiques et numériques à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, dont le siège est à Paris. On l'écoute. Ce que nous observons par rapport à l'Angleterre, c'est qu'il y a une fracture qui s'est développée entre l'élite, portée notamment par le tertiaire, en particulier les services financiers, et la population qui vit douloureusement le processus de désindustrialisation qui a commencé depuis l'ère de Madame Thatcher. Pour l'Afrique, la question elle est encore plus cruciale parce que vous savez, nous attendons dans les 40 prochaines années 600 millions de jeunes sur le marché du travail. Et donc la question, c'est de savoir si nous serons capables d'avoir des politiques publiques suffisamment inclusives pour que les choses se règlent dans le cercle de la raison. Donc pour l'Afrique, je crois que ça peut servir de leçon, notamment pour la zone CFA. Il n'y a pas d'union monétaire viable sans fédéralisme budgétaire, sans vision politique assumée. Et il n'y a pas de politique publique idoine, pertinente, sans que les peuples ne soient intimement associés à la mise en place et à l'évaluation de ces politiques publiques.
C'était donc le directeur des départements économiques et numériques à l'Organisation internationale de la francophonie, Kako Nubukpo. Vous en pensez quoi, Albert Zeffack, de ce qu'il dit? Ça peut servir d'inspiration à l'Afrique, ce qui se passe? Je pense que M. Nobukpo a raison. Si l'on s'engage dans une logique d'union économique, il faut certainement se demander comment définir les contours pour que les pays évoluent dans le même sens au niveau politique. Oui, mais ce qu'il dit va plus loin. C'est une espèce de remontrance, par exemple, à des unions comme la CEDEAO, la Communauté économique des pays d'Afrique de l'Ouest, où ça reste quelque chose de très technocratique. Non, je crois que si on revient aux exemples d'Asie que je vous ai dit, le leadership est important pour amener une croissance durable. Et lorsque les leaders politiques se mettent dans une union économique, il est véritablement important de travailler pour consolider les progrès sur le plan politique aussi. Et justement, il y a un peu deux modèles en Afrique. Il y a le modèle UMOA, CEMAC, où finalement on a fait des unions monétaires il y a très longtemps, puisque c'est un héritage colonial. Et puis il y a l'Afrique de l'Est, qui est sur un modèle finalement plus souple, en tout cas en termes d'union, il n'y a pas de monnaie commune par exemple, et en même temps quand on regarde les échanges, il y a beaucoup plus d'échanges intra-régionaux en Afrique de l'Est qu'en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Est-ce que ça, on peut en tirer une leçon sur justement la manière d'intégrer ces régions? Je crois que le parallèle que vous faites est très très intéressant. En Afrique de l'Est, vous prenez le IEC, qui est l'instance régionale en Afrique de l'Est. East African Community. Il n'y a pas de monnaie commune, mais il y a un tissu de relations institutionnelles plus avancé que dans les pays de la CEDEAO. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, où l'UMOA, on a commencé par la monnaie, mais les relations entre pays sont un peu moins développées. C'est pire dans la CEMAC, non? C'est l'exemple de l'UMOA. C'est certainement pire dans la CEMAC, vous avez raison. Vous ne voulez pas vous fâcher avec le Cameroun, c'est ça? Non, je crois que je travaille pour l'Afrique, je ne travaille pas pour le Cameroun. Donc je ne crois pas que mes positions sont influencées par ce que je veux dire du Cameroun ou pas. Donc la CEMAC, justement, si vous comparez ces groupes régionaux, il y en a qui font moins bien que d'autres, et certainement East African Community est très très avancé par rapport aux politiques d'intégration. L'UMOA est également en train d'avancer assez vite, par exemple vers la libre circulation des personnes, qui est un facteur extrêmement important, et je crois que on ne peut pas faire de communauté économique sans libre circulation des personnes. Il y a une grande difficulté sur le continent africain, c'est souvent de mesurer l'efficacité des politiques qui sont mises en place, l'efficacité des politiques publiques. Vous venez de créer un instrument que vous avez lancé il y a quelques heures à Abidjan. Qu'est-ce que c'est que cet instrument de mesure des politiques publiques? Oui, je viens justement d'Abidjan où nous avons lancé le CPIA, Country Institutions and Policy and Institutional Assessment. En français, ce serait l'évaluation des politiques et des institutions nationales. Et c'est un outil qui classe les pays en fonction de la qualité des politiques macroéconomiques et structurelles qui sont adoptées dans le pays. C'est un tout petit peu l'équivalent de Doing Business, mais pour les politiques publiques. Et c'est un outil extrêmement robuste parce que nous classons tous les pays à revenus faibles dans le monde. Et nous essayons de définir des critères. On définit 16 critères pour évaluer le cadre macroéconomique, les politiques structurelles, les politiques d'inclusion sociale et la gouvernance. Voilà les 4 blocs sous lesquels on regroupe les 16 indicateurs. Et nous faisons un exercice de benchmarking où tous les pays à revenus faibles... Africains ou non? Non, africains et non africains. Il y a des pays à revenus faibles aussi en Asie. Oui, ou en Amérique latine. Ou en Amérique latine. Donc, tous ces pays à revenus faibles sont comparés et nos économistes travaillent de façon très diligente pour évaluer les progrès faits dans chacun de ces indicateurs. Et donc, cette année, l'indicateur est généralement produit chaque année et il est sur une échelle de 1 à 6.
Et cette année, la moyenne africaine est de 3,2, donc pas très très haut. Mais c'est au-dessus de la moyenne. La moyenne africaine est de 3,2. Oui. La Côte d'Ivoire, par exemple, où nous étions, a une note de 3,3. Mais les pays qui ont c'est bien ou c'est pas bien 3,2? Parce que 3,3, si vous ça nous ne dites dit pas grand-chose. La moyenne africaine. Si vous nous dites de 1 à 6, la moyenne c'est 3. Donc 3,2, oui. Non, mais la moyenne entre 1 et 6. Donc c'est pas si mal 3,2 quelque part. Ouais, non, mais vous pouvez espérer avoir 5 ou 6. Quel est le pays le mieux classé et le moins bien classé en Afrique? Le mieux classé en Afrique, c'est le Rwanda, avec 4. Et le moins bien classé? Et le moins bien classé, je ne m'en rappelle pas. Ah, c'est le Cameroun. Non, je ne pense pas. C'est sur ce sourire que se termine cette émission. Merci à vous, Albert Zefac, d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver cet Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur les sites internet de RFI et de Jeune Afrique, ainsi que les meilleurs passages dans les colonnes de l'hebdomadaire à partir de la semaine prochaine. Écho d'ici, Écho d'ailleurs, notez-le bien, prend ses quartiers d'été avec des rediffusions. On se retrouve pour de vrai à partir du mois de septembre. À bientôt. Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI.